amis, aujourd'hui, je suis avec Flo. Flo qui m'a fait ma première cérémonie de cacao à Puerto Escondido. Et on est devenus potes. Et en fait, elle va nous expliquer sa vie. Comment elle est passée d'une nana, entre guillemets, lambda, si je peux me permettre, qui était dans l'import-export à Paris, à thérapeute bien-être, professeur de yoga à Puerto Escondido. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie? Déjà, salut Flo. Salut, c'est un plaisir d'être là avec toi et de partager ce moment de connexion et de partage. Bah ouais, parce que non mais moi c'est ça, quand avec Alex Viseo en fait m'a fait la surprise, pour remettre en contexte, de me faire une cérémonie de cacao, parce que je fais beaucoup d'expériences, surtout maya, ancestrale, et je connaissais pas la cérémonie de cacao, et il y a eu une vraie connexion. C'était pas juste un truc un peu léger où je me sentais bien, vraiment j'ai pleuré, j'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré, ça m'a libéré beaucoup de choses, et j'ai trouvé du coup que t'étais une nana avec un profil hyper intéressant et française, et tu me dis que tu venais de Paris, donc je pense que j'ai envie d'en savoir plus, et que les gens, ton histoire peut inspirer pas mal de monde, honnêtement. Donc est-ce que, voilà, comment t'as commencé? Raconte-moi toute ton histoire. Avec plaisir. Donc, alors, moi je viens pas de Paris, je viens de Nantes en fait à la base. J'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à mes 20 ans, on va dire, à Nantes. Et j'ai étudié les langues étrangères, donc j'ai toujours eu cette connexion avec le monde du voyage, la découverte. Je voulais aller explorer le monde, j'ai toujours eu cette envie. Ok. Et bon, comme toute personne lambda, on n'a pas plusieurs choix, entre guillemets, j'ai envie de dire, en France. On fait des études, on obtient des masters, on étudie le commerce international, voilà. La voie plus ou moins, entre guillemets, classique. J'ai fait pareil. Voilà. Et donc on y va, étape par étape. Donc au début c'est super, hein, quand tu es étudiant, tu fais des voyages un peu partout, des échanges Erasmus. J'ai vécu en Angleterre, en Espagne, j'ai appris le mandarin, donc j'ai vécu en Chine aussi pendant plusieurs années. Et puis après, bah voilà, tu es diplômé et le monde du travail. Donc c'est là que j'ai déménagé vers Paris. Et j'y suis restée 7 ans. 7 ans, et en fait j'ai fait 4 démissions. Ah ouais? Je n'en pouvais plus. À chaque fois je donnais une chance en fait au monde de l'entreprise, en me disant que ça allait le faire, que j'allais m'épanouir. J'avais dans l'idée peut-être de aussi voyager professionnellement, etc. Bon, en fait c'est pas si évident que ça. Tu trouves pas toujours des entreprises qui sont prêtes à t'envoyer au bout du monde, surtout quand t'es jeune et que t'as pas encore trop d'expérience. Et donc voilà, je faisais 1 an ou 2, et puis j'avais l'impression de tourner en rond. Je m'ennuyais en fait, je m'ennuyais très très vite, et j'avais le sentiment que je perdais mon temps, que mon énergie n'était pas utilisée comme il fallait. T'avais l'impression un peu de devoir rentrer dans une case ou pas, enfin de dire je fais ça parce que voilà, sur le papier ou de la société française. Bah ouais, c'est ce qui est plus simple. Je sors de telle étude, il faut que je fasse ça, et je force un peu quand même, mais au final. C'est surtout, j'avais pas beaucoup d'autres exemples en fait, et tout mon environnement, mes amis étaient plus ou moins aussi dans ces domaines-là, et j'avais. Je pensais que j'étais carriériste, je pensais que je voulais un métier avec des responsabilités, comme on dit, gagner pas mal d'argent, avoir une belle carrière, commencer à acheter un appartement ou des choses comme ça. Et plus les années passaient, donc première démission, je change, je retrouve un autre boulot. Bon, au bout d'1 an, pareil, toujours la même chose, je commence à m'ennuyer. Je trouve que on est trop dans des cases, notre poste c'est souvent un intitulé, et puis on peut pas explorer. Moi j'avais toujours cette envie d'apprendre plus, d'être curieuse, de faire plus, et surtout de pas être bloquée par mes supérieurs, toujours attendre une confirmation pour faire un mouvement. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ça ait du sens, quoi. De faire un truc pour faire un truc, au final tu te rends compte que ça t'ennuie et que tu t'es pas productive, quoi. Ouais. Et puis surtout après, c'était que j'étais plus connectée à mes valeurs, parce que finalement j'étais dans des entreprises, et là c'était une des grandes erreurs que j'ai fait, qui correspondait pas à mes valeurs, notamment sur l'écologie, etc. Je travaillais dans les cosmétiques, j'ai travaillé dans tout ce qui est produits plastiques, consommation pour le monde hôtelier, de tout ce qui est petits amenities, donc des bouteilles à usage unique, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, au début, ça m'atteignait pas, et plus je vieillissais, et plus j'étais là, non, mais il y a quelque chose qui va pas, il faut que je trouve du sens. J'ai fait un premier voyage, un premier départ de France, en fait, où je suis partie en Asie.
Je suis partie à Hong Kong à 29 ans avec le fameux Working Holiday Visa, je pense que tout le monde connaît. Oui, j'ai fait l'Australie, moi. Voilà. Et moi, je voulais rester dans le monde asiatique, tu vois. J'adorais la Chine, et tu sais, je disais, ouais, je vais aller à Hong Kong, ça va être trop bien. Bon, j'ai un peu déchanté. Enfin, c'était quand même une super expérience, mais la vie super chère là-bas. Ah ouais? Ah ouais, je pensais plus pas cher que Paris. Les logements, laisse tomber, c'était super cher. Donc, j'avais pas mis tant d'argent de côté que ça. Et finalement, trouver un job là-bas, c'est-à-dire, je voulais encore faire une carrière, donc j'étais encore fixée sur un monde de l'entreprise, etc. Sauf que là-bas, c'est vraiment par réseau. Il faut vraiment réseauter à fond, faire tout, les after-work, communiquer à fond, etc., se faire des amis bien placés, etc. Encore une fois, peut-être être quelqu'un que t'étais pas, ou que tu voulais pas devenir, quoi. Exactement, c'est ça. Et j'ai trouvé un petit boulot, je me suis dit, en attendant, histoire que... Renflouer les caisses. Voilà, renflouer les caisses. Et j'ai terminé en boîte de nuit. C'est pas dans la tour LKF, Lang Kwai Fong Tower, genre la plus grande tour du quartier le plus populaire de Hong Kong. Donc une boîte de nuit luxueuse, on va dire, où j'étais la seule occidentale femme à travailler. Et ils m'ont embauchée parce que je parlais les langues. Donc, je parlais anglais, espagnol, chinois. Ils m'ont dit super, viens avec nous. Et alors c'était fun au début, vraiment c'est un monde de lumière, de prestige, tu rencontres vraiment du beau monde un peu partout. C'est marrant, je te coupe, mais maintenant que je te vois, moi, je t'ai que connu ici à Puerto Escondido et dans ce monde très calme, de yoga et tout ça très spirituel. Et là, tu me parles de boîte de nuit et tout. Non, mais c'est fou comment on peut avoir 20 vies en une, quoi. Ouais, donc, exactement. Okay. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai tenu 4 mois parce que bon, c'est quand même super intense. T'as la musique à fond tout le temps. En plus, on avait un talkie-walkie avec les ordres qui nous étaient donnés dans les oreilles. Donc tout ce que t'aimais pas au final, ce que t'avais un peu fui de la France quand même. Tu m'as dit que t'en avais marre d'avoir un super. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'était quand même plus festif. Et puis les interactions avec les clients étaient quand même beaucoup plus chaleureuse, il y avait un vrai échange, l'échange que je recherchais justement, d'échange culturel avec le monde, là je l'ai eu, on va dire, pendant 4 mois. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est éprouvant déjà physiquement, même tu bois relativement de l'alcool assez souvent quand même, t'es encouragé à aller ce que les gens consomment, donc physiquement t'es là, tu peux plus boire une goutte d'alcool, t'es fatigué, tu vis en décalé de tout le monde, tu travailles la nuit, tu dors le jour. Les horaires, etc. Et au bout de 4 mois, je dis je trouve toujours pas de poste, je suis fatiguée, je me vois pas faire une carrière dans le milieu de la nuit. Je rentre. Donc en France? Ouais, j'ai lâché l'affaire. Donc j'ai lâché l'affaire. Au début, je voyais ça comme un échec et après, je me suis dit non, en fait, c'était un apprentissage. Et j'ai pris des leçons de ça. Et puis. Qu'est-ce que tu as appris par exemple? Voilà, justement, parce que je peux te comprendre dans le sens où c'est un échec, j'ai pas eu ce que l'envie escomptée, mais au final, en effet, je suis sûre que tu ressors avec plein de trucs. Si tu devais me citer 3 choses, que cette expérience à Hong Kong t'a fait apprendre aujourd'hui dans ta vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'a fait apprendre déjà que je pouvais tout faire. Quand tu travailles dans un environnement aussi éreintant, c'était 60 heures de travail, la musique super forte, les conditions étaient quand même extrêmes. Je me dis, une fois que j'ai fait ça, je peux tout faire, quoi. En termes de stress, gestion du stress, gestion de la communication avec les étrangers, les autres cultures. Je dis là, c'est bon, tu vois, je peux tout faire. Donc ça m'a donné quand même une confiance en moi que j'avais peut-être pas forcément au début. Et ensuite, de savoir aussi lâcher prise. Savoir dire, quand ça ne fonctionne plus, c'est pas un échec, c'est vraiment un apprentissage, les choses qui te correspondent pas, il faut aussi savoir les laisser partir. Pas forcer les choses parce qu'au final tu gagneras rien. Exactement, tu rentres dans la frustration, t'es malheureux au final. Total. Et tu peux vite rentrer dans une zone de confort, c'est ça que je connais, c'est ça que je fais, et maintenant j'y reste, quoi. Et en fait, je pense que des fois on y gagnerait beaucoup de temps à quitter quelque chose qui au final on sait depuis le début que ça va pas le faire. Et on le sait, on a cette intuition, je pense que on a tous cette petite voix qui nous parle et que souvent on veut pas écouter parce que c'est pas raisonnable. On se dit maintenant j'ai besoin d'argent, ou on va trouver d'autres explications pourquoi on démissionne pas.
Mais en vrai, on sait souvent depuis le début que les choses sont pas faites pour nous. Ah, mais ça me parle tellement ce que tu dis. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait. Mais tu te dis toujours, non, mais peut-être que. Ça va changer. Ça va changer, il faut voilà. pas que je m'écoute. Et en fait, exactement. Tu apprends petit à petit à écouter ton intuition au final. Exactement. Ok. Donc je suis rentrée en France et je me suis dit, bon, allez, maintenant, j'ai eu mon expérience à l'étranger, c'est cool. Finalement, je vais rentrer le confort de la France, avoir un bon salaire et je partir en vacances. Et ça m'ira. C'est ce que je pensais. Grande erreur, encore une fois. Grande erreur. J'ai commencé un nouveau boulot. Première année, c'est très bien passé. J'avais des collègues très sympas sur Paris. C'était assez intéressant. Mais pareil, au bout d'un an, je dis bon, ça y est, je tourne en rond. C'est pas possible. Là, j'ai eu la confirmation que non, cette vie, en fait, en bureau, n'était absolument pas fait pour moi. Je m'ennuyais, j'étais devant mon ordi à écrire des mails, à faire des calls, etc. Alors je travaillais avec l'étranger, donc j'avais quand même toujours ce côté international, mais en fait, écrire des mails en anglais, ouais, super, enfin, ça va pendant un an, mais c'est pas vraiment... C'est pas ton truc. Non, c'est pas cet échange-là international que j'avais en tête, tu vois. Et donc j'ai décidé que cette fois-ci, j'allais repartir, mais que j'allais mieux repartir. C'est-à-dire avec l'expérience que j'avais eue de Hong Kong, cet échec, j'étais partie avec pas beaucoup d'argent de côté, financièrement, du coup je me suis retrouvée bloquée. Là je me dis je vais mettre à fond de côté. Donc pendant au moins les 2 ans qui ont suivi derrière, donc j'ai bien bossé comme une malade et j'ai mis à fond de côté. J'ai aussi fait une demande de prêt puisque j'avais un CDI. Donc j'ai dit tant que tu as un CDI, fais une demande de prêt, la banque va pouvoir te prêter, parce qu'une fois que tu démissionnes, c'est terminé pour toi, tu vois. Et donc là, j'avais genre 25 000 € de côté. Ok. Je dis, c'est bon, là, je peux faire au moins 1 an, tranquille, et je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je veux faire. Mais j'y vais. Mais t'écoutes ta petite voix intérieure. Exactement, j'écoute cette voix intérieure qui me dit... il y a une énergie en toi qui est mal utilisée, trouve autre chose. Puis ça fait peur, mais je dis toujours que ça fait peur, mais l'excitation et la peur sont 2 émotions hyper côte à côte au final. Ouais. Parce que tu sautes dans l'inconnu, mais c'est quand même cool. Ça veut dire, waouh, je quitte une vie qui me correspond pas trop, donc en fait, où est le regret dans tous les cas? En fait, ça t'ouvre déjà énormément d'opportunités et surtout que tu reviens à te dire, tout est possible. Là, tout est possible. Il y a tout qui est offert à moi. Maintenant, je me suis organisée. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. L'expérience m'a apporté la confiance qui m'avait peut-être manqué dans mes débuts de voyage solo. Et maintenant, je suis prête à faire un voyage solo. Et vu que j'avais bien fait l'Asie, tu vois, je me suis dit, bon, allez, si je fais pourquoi pas l'Amérique latine? Je vais de l'autre côté. Je parle espagnol. C'est bon, tu vois, je vais pouvoir me débrouiller. Quel pays? Alors j'ai commencé, d'abord les États-Unis parce que j'avais quelques amis à aller voir, et après j'ai commencé l'Équateur. Mais juste pour vous remettre dans l'environnement, c'était en 2019. Donc, ok. Je pense que tout le monde a en tête les dates du Covid, mais donc voilà, premier départ, septembre 2019. Donc ça veut dire que j'étais en plein dans le Covid pendant mon voyage, mais je vais raconter après comment ça s'est passé exactement. Donc je pars première fois aux États-Unis, j'ai quelques amis, encore cette zone de confort, tu vois, d'aller retrouver des gens que tu connais quand même, histoire de t'apporter un peu de courage. Et je fais Chicago et après Miami, Équateur. Donc premier grand saut dans le pays latin, l'Amérique latine. Et je pense qu'en plus, en tant que femme seule, l'Amérique latine, c'est toujours un petit peu stressant. Bien Clairement, surtout quand tu racontes ton projet autour de toi et que tu as toujours des gens pour te faire peur. T'es folle, tu vas te faire kidnapper, tu vas te faire violer, attention aux narcos. Exactement. Et on connaît. Je me suis inscrite sur des groupes Facebook, genre We Are Backpackers in South America, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des groupes de femmes qui partagent leur expérience voyage, le positif comme le négatif, et ça te prépare bien, tu vois. Et puis si tu as des questions, tu poses, il y a aussi des témoignages qui sont partagés, Tu te sens pas seule, et en effet, il y a une solidarité, surtout entre femmes, on sent ce que c'est quand même. Exactement, ouais. Mais pour aussi trouver des partenaires de voyage, tu peux lancer des messages dessus, genre, voilà, je suis dans cet endroit-là, qui est là aussi, ou des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'était bien, ça m'avait aidé un moment, et après,
j'ai arrêté de le lire parce que ça m'apportait Ça te faisait peur. Trop d'informations. Trop d'informations, tue l'information et le cerveau, il fait trop d'histoires. Donc, lâcher prise de nouveau. Ouais, projection, supposition. J'ai fait non, c'est bon, stop. Lâcher prise, arrête de lire. Je crois que tu as eu assez d'infos, maintenant tu y vas, quoi. Et donc, Équateur. Et premier voyage, ça a duré 2 semaines parce que, bim, premier obstacle, grève nationale en Équateur à cause de la montée du prix d'essence. Et donc, ils se sont mis à faire une grève dans tout le pays, à bloquer toutes les routes, impossible de voyager en Équateur. J'étais bloquée au bout de 2 semaines à Montanita, c'est une petite ville aussi sur la côte pacifique de surf, pendant 10 jours. Et je disais, bon, ça commence bien, c'est un peu galère. Donc, je me suis dit, bon, c'est compliqué, je vais partir de l'Équateur. Cette grève, elle est trop présente, il y a trop de tensions. C'est risqué, tu vois. Donc, petit échec, entre guillemets, mais j'abandonne pas, tant pis, je réadapte. Voilà, en fait, plan de... Exactement, à la base, j'avais pas prévu de faire le Pérou. Je voulais faire Pérou, Colombie, et puis remonter sur l'Amérique centrale, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, et peut-être Mexico. Bim, Pérou. Donc, 2 semaines, c'est ça. Le plan change. J'utilise le mot échec, mais vraiment volontairement, parce que c'est pas du tout un échec, mais c'est vrai que des fois on est super dur avec nous-mêmes, tu vois, et je pense qu'on peut se dire, ah mais merde, c'est un échec, alors que non, en fait, c'est juste, en fait, c'est très bien, tu devais pas être, t'étais pas là en ce moment pour être faite, pour aller en Équateur. Exactement. Et l'univers ou les messages, ou je sais pas, ton destin, te disait, non, c'est par là-bas que tu dois aller, donc, petite grève, tu peux pas y aller, allez hop là, va au Pérou. Ouais. Ok, donc tu arrives là-bas. Bon, changement de plan, Pérou, j'arrive là-bas, magnifique. Pérou, c'est je pense, des plus beaux pays en termes de paysage, culture, gastronomie, il y a énormément à offrir. Mais en termes de voyageurs et de locaux, je ne les ai pas trouvés très chaleureux, tu vois. Les voyageurs, il y a tellement de choses à faire, les gens, ils ont leur plan A à Z ficelé, ils vont faire Machu Picchu, puis tel endroit, il n'y a pas du tout de freestyle. Wait and see, tu vois, go with the flow, comme on dit. Et ça, moi, je fonctionne vraiment énormément comme ça. Donc, j'étais là, super, c'est relou, quoi, c'est chiant. Donc, je rencontrais des gens, puis au bout de 2-3 jours, c'était plus aligné, et puis les gens partaient, on se séparait. Donc, j'ai pas fait de belles rencontres amicales comme je l'avais espéré. Mais par contre, en termes de voyage, magnifique. Donc, j'en ai pris plein les yeux. Donc, je suis restée 5 semaines. Et au bout de 5 semaines, j'ai dit, j'ai fait le tour du Pérou, ça me semble pas mal. Maintenant, on va aller retourner dans mon projet initial, Colombie. Ok. Je prends un vol de Medellín pour aller à Cali. Donc, Cali, c'est une ville assez au sud de la Colombie, qui est quand même assez réputée, assez dangereuse. Et oui, entre Medellín et Cali, on est dans les petits cartels sympathiques connus. Je pense que Cali est vraiment encore plus dangereuse que Medellín, pour être honnête. Mais ça, je le savais pas trop. Quand j'avais lu les choses, j'étais là, Cali, la salsa, je vais aller faire des cours de salsa, ça va être trop bien. Alors, j'arrive, tu vas rigoler, mais grève nationale. Grève nationale. Mais alors là, c'était pas pour la montée d'essence, c'était pour, entre guillemets, toute la zone politique qui était, comment on appelle ça, la mafia, enfin bref, comment on dit, j'arrive pas à trouver mon mot en français, mais qui sont pas très réglo, tu vois, tout le système politique en Colombie, voilà. Et donc en gros, il y avait un ras-le-bol de la population pour certains aspects politiques, et notamment la corruption et tout ça. Voilà, ça, c'est donc la grosse corruption. Il y avait énormément de disparus, bref. Donc tu te retrouves bloquée. Je me retrouve à Cali, bloquée à l'aéroport parce que la ville est en lockdown. Donc lockdown, c'est tu peux pas rentrer. C'est un confinement, ouais. Confinement, ouais. Un confinement avant que le confinement tu as déjà connu. Et donc pas de possibilité d'aller atteindre mon hostel qui était donc dans la ville. Et du coup, Cali, c'est pas non plus l'aéroport le plus international au monde. Et là, je me suis retrouvée seule au monde, livrée à moi-même, premier jour en Colombie. Et puis, on commence à me dire, reste pas seule, ça craint, les taxis ne peuvent pas t'amener.
Bon, bah, va falloir se réadapter, quoi. Ouais, putain. Je dis toujours, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Parce que quand il t'arrive des merdes comme ça, tu stresses et tout, mais c'est là où, peut-être parce que avec tes voyages ou avec tout ce que t'as appris avant, tu vas justement te rendre compte que tu peux t'adapter rapidement, tu peux faire des trucs, et en fait, tu vas peut-être aller à un endroit qui te correspondait encore plus et qui n'était pas prévu, où il va t'arriver une rencontre ou machin et tout. Bah déjà, ça, en fait, ça va aller chercher vraiment en dehors de tes limites, à pousser ta zone de confort, parce que là c'est presque de la survie quoi. En fait, t'es une femme seule qui arrive en Colombie, tu vas pas dormir seule à l'aéroport, il y a personne en fait, c'est pas un aéroport international, il y a vraiment du va-et-vient, c'était vraiment limite. Et là je trouve je vois au loin une petite famille de Colombiens avec un couple jeune européen colombien, tu vois, genre je vois que la fille elle est blonde, donc je me dis c'est une européenne, et donc voilà, et du coup je cours vers eux, je dis voilà, je suis seule, est-ce que je peux rester avec vous, parce que aussi ils étaient bloqués, ils pouvaient pas rentrer chez eux, et ils m'ont dit ben oui, pas de souci, reste avec nous. Génial. Et donc on est allés ensemble, on a pris un taxi tous ensemble et on est allé dans une pauvre auberge en bord d'aéroport de banlieue. Enfin, tu vois les trucs un peu glauques, déjà que c'est un peu glauque, je pense, en France. L'une des villes les plus dangereuses de Colombie, très bien. Voilà. Et on était tous ensemble comme ça, et puis ils étaient super sympas, adorables, une vraie belle connexion. Ils m'ont pris sous leur aile. Je leur dis un grand merci de m'avoir sauvée, entre guillemets. Et le lendemain, la famille est venue les chercher. Et ils m'ont même ensuite redéposé à mon hostel, genre devant la porte, genre tu vois, nickel quoi. D'accord. Donc bon, je sais bon, allez, ça y est, là on va recommencer, la Colombie maintenant, c'est reparti. Colombie super, franchement, là quand je parlais des gens un peu moins chaleureux au Pérou, voilà, tout le contraire en Colombie, incroyable. L'atmosphère, même les voyageurs ici, il n'y a pas vraiment de choses à faire entre guillemets en Colombie, tu voyages, mais il n'y a pas de the spot à aller voir. C'est vraiment, tu te laisses aller, c'est les soirées, c'est la bonne ambiance. Je connais pas une personne qui a été déçue de la Colombie. Ouais. Moi, j'y suis déjà allée aussi, j'ai adoré. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment là go with the flow. Mais j'ai juste une petite question en vrai, où je me pose la question, c'est est-ce que tu étais quelqu'un de spirituel de base ou non? Parce que ça y est, quand on rentre dans le monde de l'Amérique latine, il y a quand même beaucoup de spiritualité. Bah alors, pas du tout. Pas à ce moment-là. Et quand je te vois maintenant, et justement le métier là, que tu exerces aujourd'hui, ça m'est venu à la tête. Non, pas vraiment. Enfin, j'avais pas vraiment de connaissance de ce que c'était la spiritualité, même si j'avais fait quelques méditations dans ma vie et un peu de yoga, mais c'était quand même très flou ce concept. Et c'était pas ton objectif du tout. C'était pas mon objectif. D'accord. Moi, à la base, pour te dire, je voulais ouvrir une auberge de jeunesse. C'était ça mon projet. Ah, ok. Je voulais. Du coup, j'ai trop hâte de savoir, mais c'est ça, comment t'es tombée là-dedans. Mais je te laisse, vas-y, raconter justement ton périple, parce que c'est sûr que ça va te tomber dessus un moment donné. C'est dingue, d'accord, c'était pas du tout ton objectif. Pas du tout mon objectif. Je voulais voyager, explorer les différents pays pour peut-être trouver un endroit et ouvrir une auberge de jeunesse, tu vois. C'était ça dans l'idée. Ok. Et bon, en fait, à chaque fois de mes voyages, il y a quand même beaucoup d'opportunités de faire du yoga. Dans les hostels, souvent, ils organisent des choses comme ça. Et donc, j'ai commencé à quand même avoir une certaine discipline de yoga durant mes voyages. Tu vois, à chaque hostel que j'allais quand même ceux qui faisaient des cours de yoga et tout, ce que j'aimais quand même bien ça, tu vois. Mais plus dans le côté physique, d'étirement, de sensations bien-être. C'est ça que j'aimais faire. Je fais 4 mois en Colombie, Covid qui commence à toquer à la porte, donc on est en mars 2020. J'ai fait aussi un petit volontariat dans un hostel à Medellín pendant 2 mois, donc vraiment, et puis je rencontre des gens sympas, des voyageuses avec qui je voyage pendant aussi 2 mois ensemble, enfin une belle synergie, tu vois. La Colombie m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et donc Covid, on pensait que c'était loin, nous on était en Amérique latine, c'était l'Asie, on était là, il y a encore, c'est loin, tu vois, il y a encore l'Europe entre les deux, enfin tu vois, genre. Puis bon, bah forcément ça commence à arriver. J'ai comme un pressentiment que, encore une fois, tu sais, cette intuition, cette petite voix qui te parle, que la Colombie, il faut que je la quitte très vite. Wow. J'ai des amis avec qui j'ai voyagé justement ces 2 mois, qui elles avaient continué vers le Nicaragua. Et elle me dit, bah, viens urgent au Nicaragua. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je parte. J'achète un billet le soir et le lendemain je pars. C'est pas vrai. Ok, j'étais là. Là, tu t'es dit, je suis mon intuition. Ouais, j'étais là, chapitre terminé sur la Colombie, je sais pas, je le sens pas, il faut que je quitte le pays. Ok.
Alors pour l'anecdote, une semaine après, ils fermaient la frontière. Ouais. Et la Colombie était quand même extrêmement stricte sur... ouais, j'ai entendu parler de ça, mais c'était... T'as vraiment des guides, quoi, quand même. T'es quand même assez guidée, hein, de ce que j'entends. Bah là, en fait, si j'avais fait d'autres choix, je pense que clairement, je serais pas là aujourd'hui. Enfin, c'est toutes ces petites décisions instinctives. Ça me donne des frissons. Ouais, tu te rends pas compte que c'est un élément clé, un point tournant dans ta vie, en fait. Tu les prends, tu réfléchis pas 2 secondes, t'es là, il faut que je fasse ça. Et donc je rejoins au Nicaragua, mon ami, et là le Covid arrive. Bon, alors le Nicaragua, c'est un peu comme le Mexique, c'est vraiment à la cool, il n'y a aucune règle. Bon, c'est une mini dictature aussi, donc on va pas en faire la apologie, mais pour eux, le Covid n'existait pas, c'était pneumonie, enfin genre... D'accord. Ils étaient vachement dans le déni et du coup, il n'y avait aucune restriction, on va dire, faite par le gouvernement, mais vu quand même il y avait beaucoup d'étrangers, etc., que les informations étaient reçues, il y a quand même eu beaucoup de fermetures de bars, de restos, enfin c'était pas du tout comme avant. Et puis surtout, tous les voyageurs ont commencé à partir. D'accord. Et c'est là le côté anxiogène de la chose, parce que là t'es bon. Est-ce que je dois faire pareil ou pas ? Exactement. Et encore une fois, est-ce que je suis ce qui est attendu de moi, suivre et rentrer, parce que c'est ce qui est le plus safe, enfin, soi-disant. Et c'est ce que tu es appelé à faire par le gouvernement. Ouais, voilà, aussi quand même gouvernement. ton devoir de citoyen. Exactement, je m'étais enregistrée sur le site web Ariane, donc site. Oui. Voilà. Et qui donc savent où t'es, ils t'envoient donc des infos, et puis ils ont ton numéro, et puis ils organisent des vols de rapatriement. Donc la France organise des vols de rapatriement pour les résidents français, enfin pour les Français à l'étranger, quoi. Et donc ils m'appellent, rapatriement, en plus vraiment pas cher, enfin tu vois, ils organisent ça pour que ce soit simple. Et encore c'était cher, toi, j'étais là, ah non c'est trop cher. Là t'as vraiment un choix. Et là j'ai un vrai choix à faire, ouais. Et encore une fois, je dis oui, je prends le vol. C'était la logique, tu vois, la logique du cerveau. Et alors par contre, quand je raccroche, et la logique du cœur et des tripes, quoi. Qui sont là, non, enfin, genre un gros combat intérieur, je me sentais mal, j'avais presque envie de vomir. J'étais vraiment pas bien, je pleurais, je tremblais presque. Là, c'est parce que j'étais pas du tout prête à rentrer en France, en fait. J'avais déjà fait ce choix de fin de chapitre en France et de cette exploration. Et là, le choix que tu venais de faire au téléphone n'était tellement pas aligné avec tes valeurs ou tes convictions ou ton intuition que ton corps t'a direct parlé en disant non, là tu fais une connerie et il te met pas bien, quoi. Et le soir, je rencontre toute une troupe de voyageurs qui, eux, ont décidé de rester. Donc là, super rassurée de rencontrer un groupe de gens qui finalement décident de rester. Donc ils sont un peu comme moi, ça veut dire qu'ils avaient les finances pour rester parce que ils n'avaient rien qui les attendait dans leur pays, ils travaillaient plus, ils avaient les finances, ils avaient de quoi voir venir, en bonne santé, enfin, bref, tu vois, genre pas ce stress, genre il faut que je rentre parce que j'ai un boulot qui m'attend, ou la famille, ou je sais quoi d'autre, ou j'ai pas une liberté quand même. Ouais, voilà. Et finalement, tu rencontres des gens comme toi, et ça fait grave le tri. Tout le pays donc est nettoyé de toute l'anxiété et le stress. Il reste que des gens peace. Et motivés pour rester. Et donc, je décide de changer d'avis. Et je rappelle Air France le lendemain matin, parce que je dors dessus quand même, tu vois, je me dis pas prendre une décision non plus trop hâtive, ouais. Et je leur dis, non, en fait, je suis en bonne santé, tout va bien pour moi, je suis pas à risque, je préfère donner ma place à quelqu'un d'autre qui en a le plus besoin. Et là, soulagement de fou. S'en est suivi 6 mois quand même au Nicaragua, avec 20 voyageurs. On s'est tous du coup inscrits entre guillemets dans une auberge de jeunesse qui a fait des forfaits mensuels, genre on payait un loyer du coup. D'accord. Il faut que ce n'est plus dans le rôle de l'hostel traditionnel, mais là voilà, genre on a chacun notre chambre, loyer mensuel. Tu te retrouves dans un building un peu avec que des potes au final, mais t'as ton espace perso, t'as ta chambre et tout, donc c'est super cool. Exactement. Enfin, on était en dortoir, mais dortoir de 2, tu vois, genre chambre de 2, de 3 maximum. Ouais, une petite coloc. Une petite coloc, ouais. Et des prix super intéressants, parce qu'eux, ils voulaient quand même garder leur personnel, donc ça permettait de couvrir au
au moins le personnel local et pas les... C'est gagnant-gagnant. Et voilà, exactement. Chacun, on essaye de survivre tous ensemble. Et donc, on était 20 Européens, il y avait des Américains aussi. C'était vraiment un petit mélange de plusieurs nationalités. Et puis, on se met à vivre comme ça, 6 mois, non-stop, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Chaque soir, c'est dîner de famille. Donc, ça veut dire on en choisit 2. Ils cuisinent pour tout le monde. Okay, et puis, on se retrouve au dîner de famille le soir, etc. Et chaque jour, surf, parce qu'on était donc côté aussi Pacifique, ça s'appelait Playa Maderas, à côté de San Juan, donc qui est vers la frontière du Costa Rica. Et donc, hostel, en plus, je te dis, c'est hostel de luxe. Il y avait la Infinity Pool, vue sur la mer, grand rooftop pour faire du yoga tous les matins. Donc, tu te dis que quand en France, les Français étaient très... il y a beaucoup de stress, il y a eu les lockdowns et tout ça qui ont généré beaucoup d'anxiété. Nous, on était dans une bulle. Toi, t'étais ta petite bulle de bisounours. Voilà, clairement, c'était... Et sans te mélanger avec 20 000 personnes, donc sans mettre en danger d'autres personnes ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même responsable. Ouais. Mais par contre, de dire, je fuis ce stress et je me mets dans ma bulle avec ça, dans un environnement aussi. On était dans l'environnement naturel. On était dehors tout le temps, la nature, la plage, le surf tous les jours et le yoga. Et d'où cette graine d'éveil qui commence à se mettre en place. Donc, il y avait une des filles qui était prof de yoga. D'accord. Et qui commence donc à nous faire des cours hyper régulièrement. Et donc, au bout de 6 mois, forcément, il fallait qu'on trouve des choses à faire, tu vois. Donc, de plus en plus, une envie d'en apprendre plus. En apprendre plus sur cette pratique, de comprendre les origines, les concepts spirituels, etc. Et au bout de 6 mois, elle me dit, en fait, c'est prof de yoga. Moi, j'organise un training de prof de yoga en Grèce au mois d'octobre de cette année, tu vois. Et je suis là. Mais... allez. Tu vois, genre, comme si tout était... En fait, à partir du moment où tu lâches prise, c'est fou comme la synchronicité des choses arrive, en fait, dans ta vie. Quand tu lâches prise. Quand tu lâches prise, quand tu lâches sur la logique des choses et que surtout que tu vis l'instant présent, sans faire trop de projections. Bien sûr, c'est bien de projeter, de faire quelques plans dans le futur, mais pas d'avoir toutes les réponses, tu vois, les réponses en main. Tu laisses venir et tu sais que les décisions, tu les prendras au moment où il faudra les prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc là, je dis, allez, c'est encore un appel une fois de plus. J'ai fait teacher training, j'y vais, quoi. Génial. Donc un nouveau chapitre. Donc on est en juillet, août, et le training est en octobre. On arrive enfin à quitter le Nicaragua au bout de 6 mois, tu vois. Bon, là, on commence à avoir fait le tour, un peu, genre. L'Infinity Pool, c'était... Voilà, vivre ensemble et tout, au bout de 6 mois, c'était quand même... c'est bien, mais bon, à un moment, on était prêt à faire autre chose, quoi. Et la seule façon de quitter le pays, il y avait une seule compagnie aérienne qui continuait à fonctionner au Nicaragua, c'était Aeromexico. Et donc, on prend Aeromexico, voilà, Mexico City. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, tu vas être bloqué au Mexique? Non, j'arrive au Mexique. Ah d'accord, j'arrive au Mexique et dans l'idée, c'est de prendre un vol Mexico City. Il y a les vols pour l'Europe. Et puis j'ai mes potes, ils me disent apparemment il y a une ville de surf parce qu'on a passé 6 mois à surfer au Nicaragua qui s'appelle Puerto Escondido. Si tu fous de moi. Et moi j'étais là. Ah non, mais il faudrait quand même que je rentre en Europe. Il est peut-être temps. Ça faisait comme un an de voyage quand même tout ça. Il faut aller, viens nous rejoindre et tout. Je dis bon, allez, ok, 1 mois. Et là, je débarque à Puerto Escondido, donc on est en septembre 2020 et gros coup de foudre avec le lieu. C'est un peu inexplicable l'ambiance à l'époque, parce que c'était quand même beaucoup plus calme qu'aujourd'hui. Mais aussi très peu de restrictions, enfin, il y avait une grande liberté. Et puis nous, on était quand même bloqués pendant 6 mois avec 20 personnes. Là, on redécouvre les gens, quoi. On redécouvre les soirées, les nouvelles rencontres. Puis il n'y avait rien. Tu peux nous rappeler la date? C'était septembre 2020. Et là, voilà, on enregistre quand même ce podcast. Il faut savoir à Puerto Escondido, le 10 novembre 2023. Ouais. Et tu étais partie pour rester pour 1 mois, c'est ça? 1 mois, ouais. Oui, voilà. Mais j'y suis restée 1 mois. D'accord. J'y suis restée 1 mois. Mais je suis partie
Il fallait que je rentre là. Au bout de 13 mois de voyage, j'étais là, bon, il faut que je m'organise. Puis j'avais ce yoga teacher training en Grèce en octobre qui suivait. Mais le cœur, genre, brisé, en peine, tu vois, genre, qui pleure. Enfin, vraiment, autant pendant mon voyage et tout, chaque fois, je fermais les chapitres, j'étais sereine. Là, j'étais pas du tout sereine. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, je sentais que je reviendrais. Mais j'avais aucune idée de quand, et comment, et dans quelles circonstances, tu vois. Et donc je rentre en Europe, je revois la famille, je fais ce yoga teacher training en Grèce. Ok. Donc, je choisis pas non plus la destination la plus pourrie entre guillemets, dans les îles Crète, enfin les îles Cyclades. Donc tu sais, avec tout ce que tu peux t'imaginer, les eaux turquoises. La ville s'appelait Amorgos. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est une île en fait où a été tourné Le Grand Bleu. D'accord. Avec Jean Reno, voilà. Et donc c'est une ville super petite, mais trop mignonne, quoi. Genre petit village à peine construit. Enfin, tu vois les locaux, les chèvres. Enfin, tu sais, c'est comme tu te l'imagines. Puis t'es loin de tout. Il n'y a pas du tout d'aéroport pour y aller. Tu prends un ferry de 9 heures pour y accéder de Athènes, tu vois. Donc c'est aussi un peu la mission pour y accéder. Et puis là, quand tu y arrives, au bout d'une semaine qu'on commence notre training, confinement à nouveau. J'étais là. J'ai cru que tu allais me dire grève, mais c'est un peu pareil. Confinement à nouveau, toute l'Europe de nouveau a bloqué, etc. Les ferries sont stoppés, plus du tout de nouvelles arrivées possibles. Et on a la chance qu'ils décident de ne pas fermer le monde hôtelier, parce que ça, il y a eu aussi des règles à un moment où le monde hôtelier était fermé. Là, le monde hôtelier n'est pas fermé, donc on a le droit de rester dans notre hôtel, mais du coup, tout est fermé aux alentours. Donc en gros, on n'avait que ça à faire, que le yoga, et il n'y avait aucune distraction possible. Très bien. Voilà, et on était vraiment entre nous, on était une quinzaine de yogis, tu vois, pareil, un peu partout dans le monde, et avec ces mêmes convictions, parce que vouloir faire un yoga teacher training alors que le monde est encore sous Covid et récupère vraiment tout juste, et de se remettre à voyager dans des conditions comme ça, quand justement les confinements sont à tout moment prêts, il faut le vouloir. Et du coup, c'était que des gens motivés. Donc, on a vraiment une sorte d'euphorie qui nous a tirés vers le haut, super sérieux, discipliné. Et une forte positivité. Et voilà, une forte positivité. Et ouais, ça a été life changing, comme on dit. Je pensais que ça allait. J'avais encore une vision du yoga, genre je vais faire ça et puis ça va m'aider à bosser dans les hostels, tu vois. Genre, j'étais encore dans l'idée hostel. Je donnerai des cours de yoga, je ferai du volontariat, machin et tout. Mais en fait, j'ai fait. Ah ouais, là ça a juste ouvert plein de portes et je me suis dit mais en fait je suis vraiment en bas de l'escalier là. Là le yoga teacher training 200 heures, c'est vraiment le début. Certes ça te permet d'être prof, mais en fait ça te permet d'être jeune prof novice entre guillemets. Et c'est à toi après d'aller continuer à apprendre lire des choses, faire des formations encore et encore pour devenir un professeur avec expérience donc la motivation est vraiment intense parce qu'il faut que tu te formes après même par en fait toi-même. C'est juste, ça te donne quelques outils et après c'est vas-y, débrouille-toi maintenant. D'accord. Et je savais pas du tout. Okay. Ouais. Et c'est pas genre la fin d'un cycle, c'est plutôt le début d'un cycle. Et quand tu commences ça, t'es là, en fait c'est infini déjà la connaissance des yogis, des milliers d'années, tu vois, que tu peux répercuter dans ton quotidien encore aujourd'hui, t'es là. Ah ouais, ils en savaient des choses, tu vois. Et ça a commencé à m'éveiller sur tout ce qui est spiritualité déjà, mais aussi connaissance des anciennes civilisations, qui avaient aussi beaucoup de connexion à la nature, une certaine harmonie avec leur environnement, leur corps, leur esprit, qui a été un petit peu oublié, j'ai l'impression, dans notre monde moderne, parce qu'on passe notre temps finalement à être distrait par d'autres choses et on n'a plus le temps de se reconcentrer sur soi-même. Et c'est fou parce que quand même là le yoga qui n'était du coup pas du tout ta voie de prédilection de base, on repart de donc je repars de quand tu bossais à Paris et que justement tu voulais bosser un peu avec l'étranger et tout, mais que tu trouvais pas de boulot adéquat par rapport à ça. Là au final le yoga qui n'était pas du tout ta voie de prédilection en plus te fait t'intéresser à des, comme tu dis, anciennes civilisations ou des anciennes cultures ou des choses comme ça. Donc on parle encore d'autres pays, de machin. Donc t'arrives sans le vouloir à lier quand même deux choses que tu voulais dans le passé. Au final. C'est ça, ouais. C'est effectivement. Et après quand j'ai réfléchi, quelles étaient
mes envies, mes désirs, je pouvais exactement prendre ces mêmes et les remettre au monde du yoga. C'est-à-dire l'apprentissage de culture, rencontre d'autres personnes, la bienveillance, et pas de patron. Et pas de patron, ouais, ça, pas de patron. Pas besoin de demander l'autorisation. Exactement, une liberté et surtout une mission sans fin. C'est-à-dire, il y a tellement à apprendre que je n'aurais même pas assez d'une vie pour vraiment maîtriser tous les concepts et toutes les méthodes de guérison connues par toutes les anciennes civilisations. Et du coup, j'y vois pas de fin. Donc ça veut dire que constamment, j'y trouverai mon bonheur. T'apprends. Voilà, constamment. Et c'est ce que tu voulais, tu le disais exactement, aussi au début. parce que c'est cet ennui que je retrouverai régulièrement dans mes boulots. Je le retrouve pas ici, quoi. Et là, à la fin de ça, je décide de repartir à Puerto Escondido. Ça t'appelait. Voilà, comme une logique de tout ça. Je savais que finalement l'Europe, c'était pas possible d'être prof de yoga parce que tous les studios étaient encore fermés à cause des confinements. Je revenais de Puerto Escondido, je savais qu'il n'y avait pas de restrictions ou peu, que j'allais pouvoir commencer à enseigner directement dans des endroits et puis moi je voulais enseigner aux gens, tu vois, je voulais pas faire derrière un écran. Je retourne à Puerto. Et c'est là que tout commence. Ça va faire 3 ans maintenant. Ah J'ai commencé, Puerto Escondido m'a donné la chance de devenir la prof de yoga et cette personne spirituelle que je suis aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas regardants sur le passé. C'est vraiment, toi, l'instant présent, tu as envie de faire ça, et écoute, fais-le. Fais-le, et puis ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu arrêtes. Et puis on trouvera quelqu'un d'autre. Ou voilà. C'est à la motivation, à la chance. C'est pas un peu comme en France, voilà. Aux grilles de diplôme ou machin, ça. on ne donne pas ta chance. Là, on te dit, de toute façon, si t'es mauvaise, ça ne marchera pas. Voilà, exactement. Donc, on te donne ta chance parce que t'es motivée, parce que t'as quand même un background, t'as pas non plus rien fait. Oui, tu sors pas non plus juste en mode, je veux faire prof de yoga. Non, T'as quand même, tu t'es donné les moyens tout de même. Et là, donc, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, et puis chaque année m'a apporté des nouvelles compétences, une nouvelle curiosité. Il y a énormément de choses à apprendre ici. Aussi beaucoup de gens qui se retrouvent au même endroit, qui ont envie de partager leurs compétences de guérison, holistique. Donc c'est ça, tu t'es un peu t'as expandu. Non, ouais, j'ai étendu mes connaissances en faisant d'autres formations aussi ici, notamment les voyages sonores, donc où tu connectes avec les bols tibétains, des rituels de plantes médicinales, d'où la cérémonie cacao, qui est un rituel inspiré par la civilisation maya. Et puis en plus on est dans l'état de Oaxaca ici à Puerto Escondido qui est très très connu pour son cacao. Exactement, donc ça make sense quoi, totalement en plus ce que tu fais, et voilà, chaque chose après se liait l'une à l'autre et puis mon offre en fait s'enrichissait et voilà, et je me dis ça y est, j'ai trouvé ma voie avec cette conviction que this is it, quoi. Mais ça fait tellement plaisir d'entendre des gens en toute honnêteté. J'ai trouvé ma voie. Ouais. Et c'est long et t'aurais pu abandonner 500 fois. On repart de la grève là déjà de base de l'Équateur. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, parce que t'as pas lâché, parce que t'as pris des risques, parce que t'as quand même suivi ton intuition et tes rêves. Exactement, et que tu t'es pas formaté à ta zone de confort où t'aurais pu dire tant pis, je gagnais bien en France. J'étais pas la plus heureuse mais pas la plus malheureuse. Mais tu t'es quand même donné les moyens. Moi j'entends une femme quand même ultra forte qui ne le savait peut-être pas au début, c'est ça, qui savait pas de quoi elle était capable, et putain quand tu me dis tout, bon j'étais à des années-lumière mais j'ai senti que quand tu m'as inspirée lors de cette cérémonie de cacao, j'ai senti qu'il fallait que je t'interviewe dans ce podcast parce que t'es tellement lumineuse, parce que ça se voit que t'es tellement bienveillante, tu vois ce que je veux dire. Moi j'adore les gens qui font du win-win, c'est-à-dire que déjà toi tu t'es priorisé, mais pour être sur ta voie, mais pour faire du bien aux autres et à la planète, tu vois. Et je trouve que j'encourage tous les gens qui écoutent ce podcast à faire ça. Ça veut pas dire qu'il faut qu'ils fassent prof de yoga ou quoi que ce soit, mais à trouver sa voie. Leur zone de génie, en fait. C'est ça, leur don un peu, tu vois ce que je veux dire, à canaliser, à capitaliser sur son don, parce qu'on est tous uniques et on a tous un peu une mission de vie. Et tu l'as trouvé, mais c'était pas gagné. On parle de l'import-export. C'est encore toujours pas gagné, même en termes de finances. Bien sûr, tu gagnes pas bien ta vie, notamment dans les débuts, mais c'est aussi cette dévotion que tu y mets et cette conviction que tu es dans le droit chemin. Bien sûr, il y aura des obstacles,
mais c'est de continuer si tu es convaincu que c'est la voie qui te convient et que ça te rend heureuse, tu vois. Et j'ai un grand monsieur un jour qui m'a dit fais un truc que t'aimes, fais-le bien et l'argent suivra. Vraiment, et j'y crois pertinemment. Ah ouais, moi aussi. Et là, en tout cas, moi, quand je t'ai connue, Flo, il y a 2 semaines, du coup, maintenant, je te jure, je te le promets, je suis avec toute honnêteté, tu es faite pour ça. J'avais déjà fait des sound healing dans ma vie ou des choses comme ça, mais des fois, c'était un petit peu, ça fait du bien. Mais toi, tu as une aura où tu sens que c'est fait pour toi. Tu m'as communiqué un truc, mais tellement fort que tu m'as fait du bien. Et vraiment, je me suis dit, mais heureusement qu'il y a des gens qui font ça dans la vie, quoi. Et maintenant, quand j'entends ton histoire, mais merci d'avoir pris ce risque. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et bravo à toi. Et est-ce que tu as un petit message, un dernier message pour les gens qui nous écoutent, justement? Souvent, on me demande quelle a été la raison qui m'a lancée en fait dans cette voie. Enfin, les gens ont beaucoup de peur et il faut vraiment lâcher les peurs et aussi savoir qu'on n'a pas à avoir les solutions tout en main. Des fois, il faut lâcher prise et savoir que les solutions viendront en temps voulu. Donc lâchez prise, lancez-vous et dans tous les cas, il y a toujours des plans B. Vous pourrez toujours rebondir. Donc, si vous avez une grève, allez ailleurs, c'est quelque chose ça. Voilà. Vous risquez pas, entre guillemets, tant votre vie que ça. Donc prenez des risques, prenez soin de vous, mais écoutez surtout votre intuition. Eh ben, merci beaucoup Flo, merci à toi. Merci. Désolée pour les petits bip derrière, on est en direct, il y a des constructions, c'est comme ça, mais je ne voulais pas passer à côté de cette belle personne qui est Flo, donc j'espère que vous nous excuserez de ce petit bruit, mais surtout que vous retiendrez ces belles paroles et que ça vous inspire. Gros bisous. Bisous.